Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous allons revenir sur les conclusions de la COP 29 qui s'est déroulée à Bakou, en Azerbaïdjan. Il faut savoir que cette COP-là fait suite après celle de Sharm el-Sheikh en Égypte, puis à Dubaï dans les Émirats arabes unis. Donc l'Azerbaïdjan aussi, qui est un pays pétrolier et gazier, accueillait pour la 3e année consécutive ces conférences de parties sur les négociations sur les changements climatiques. Alors, il faut savoir que le principal objet de cette conférence de Bakou, de cette COP 29 de Bakou, consistait à mettre en place des mécanismes visant à financer le fonds vert qui avait été mis en place depuis la COP 21 en 2016 à Paris. Ce fonds vert-là qui initialement avait été décidé par les pays riches pour financer des programmes visant à aider les pays du Sud, donc les pays pauvres qui sont les principales victimes des effets liés au changement climatique, à pouvoir s'adapter à ces changements-là et pour pouvoir aussi éviter que ces pays-là aussi participent à l'augmentation de la production de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que ces pays-là soient vertueux dans leur fonctionnement, dans leur industrie, dans leur production, et qu'en même temps, ces pays-là puissent s'adapter aux effets liés au changement climatique, parce que déjà des pays des pays comme le Pakistan, l'Afghanistan, les îles Maldives, les Seychelles, le Mali par exemple, le Sénégal, sont des pays qui font face déjà à des effets. On l'a vu aussi au Tchad et au Niger cette année avec les inondations. Donc bref, il y a des pays du Sud qui subissent déjà les effets des changements climatiques. Et donc cet argent devrait leur permettre de mettre en place des programmes, par exemple la construction de digues pour essayer de lutter contre les inondations, l'aménagement urbain pour pouvoir faciliter la circulation des eaux en cas d'une augmentation rapide et inattendue de celle-ci. Et donc tout ça là, évidemment, ça coûte énormément d'argent et les pays pauvres n'ont pas les moyens d'avoir ces financements-là. Et c'est la raison pour laquelle en 2016, lors de cette COP 21, on avait mis en place ce fonds vert-là. Alors, puis aux Émirats arabes unis, on avait discuté sur les nouveaux mécanismes de financement. Et donc, dans ces nouveaux mécanismes de financement, il fallait voir qui est-ce qui devait être... On a revu en fait les contributeurs de ce fonds vert-là. Pourquoi? Parce que depuis 2016, en réalité, à Paris, on a estimé d'abord, les conférenciers avaient estimé que c'était les pays riches seuls qui devaient financer ce fonds vert-là. Et donc, les pays riches, depuis 2016, ont fait face à un certain nombre de réalités, tant géopolitiques qu'économiques, qui selon leurs propres termes, ne leur ont pas permis de pouvoir dégager ces ressources-là. Il faut savoir que pour atteindre les 100 premiers milliards, qui était normalement une somme qui aurait dû être versée dans le fonds vert par an, il aura jusqu'en 2022, on n'avait pas atteint ces 100 milliards-là. Les 100 milliards ont été atteints pour la première fois en 2023 et seuls 47 milliards sur ces 100 ont été débloqués en faveur des pays du Sud pour leur permettre de faire face au changement climatique. Donc, on voit très bien qu'il y a d'un côté un problème de financement et il y a un autre problème de financement et puis de partage de cette manne-là. Si tant soit peu, on peut appeler ça une manne parce que pour d'autres experts, 100 milliards, évidemment, ça ne permet pas de résoudre grand-chose. Et donc, dans cette COP 29 de Bakou, il s'agissait donc de revoir à la fois les mécanismes de financement, à la fois revoir aussi quels sont les critères qui devraient permettre cette distribution et sous quelle forme. Est-ce que c'est sous forme de prêt ou c'est sous forme de subvention? Et donc, les critères devraient permettre de déterminer les pays qui devraient bénéficier. Maintenant, ces critères-là, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est le fait qu'il faut privilégier les effets, les inondations, les effets liés au changement climatique? Comment est-ce qu'on devrait juger que, par exemple, les îles Maldives devaient être prioritaires au Tchad? Comment est-ce qu'on devrait estimer que le Pakistan devrait passer avant l'Afghanistan en termes de fonds? Donc tout ça, évidemment, était normalement au menu des discussions de cette COP 29-là. Et au sortir de là, il faut savoir que, bien entendu, les pays du Sud sont revenus aussi avec de nouvelles ambitions. D'abord,
permettre à ce que ce ne soit plus 100 milliards de dollars par an, mais plutôt 1300 milliards de dollars par an. Alors pourquoi ils demandent une telle somme? Parce que ces pays-là estiment que ces 1300 milliards, c'est une somme qui est à leurs yeux réaliste au regard des désastres climatiques auxquels ils font face. Et donc pour eux, 1300 milliards n'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose, disons que 1300 milliards peuvent être mobilisés par les pays riches. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que dans le système financier international, il y a environ 1000 milliards de dollars qui circulent chaque jour. Donc, 1300 milliards, ce n'est que l'équivalent d'un jour et demi, même pas un jour et demi, un peu plus de 24 heures en termes de volume de finances qui circulent dans les pays riches. Et donc, mais les pays riches, évidemment, ont expliqué que ce n'était pas possible parce qu'ils font face à cause des événements liés à la guerre au Proche-Orient, à la guerre en Ukraine. Ils font face à des dommages sur le plan économique qui font qu'aujourd'hui, ils ne seraient plus en capacité de mobiliser de telles ressources. Des pays comme l'Allemagne sont en récession. On n'avait jamais vu ça depuis 70 ans. Donc l'Allemagne est en récession en 2024. On voit des plans cascades de fermeture d'entreprises, de licenciements, surtout dans le secteur industriel, qui est quand même un secteur stratégique dans l'économie allemande. Donc ces pays-là, et si l'Allemagne va mal, la France aussi va très très mal. Et donc beaucoup de pays qui sont considérés, selon le protocole de Kyoto de 1992, comme étant les pays qui sont les principaux pollueurs. Donc ces pays-là, aujourd'hui, font face à des difficultés économiques qui font qu'ils ne sont, selon leurs propres termes, ne sont plus en capacité de pouvoir financer de pouvoir mobiliser ces 1300 milliards. D'autant plus que l'un des acteurs majeurs aussi de ce financement, parce que l'un des plus grands pollueurs des États-Unis, du monde, en l'occurrence les États-Unis, vont voir débarquer à la tête du pays un climato-sceptique en la personne de Donald Trump. Donc on sait qu'entre 2016 et 2020, Donald Trump s'était retiré des accords de Paris et au regard de la constitution de son cabinet, il a remis les mêmes personnes climato-sceptiques en charge des questions climatiques et donc il est clair qu'il ne serait pas étonnant de voir les États-Unis de nouveau se retirer des accords de Paris et donc de tous les accords qui en ont suivi. C'est la raison pour laquelle les Américains ou l'administration Joe Biden a essayé d'anticiper en quelque sorte ce retrait probable des États-Unis en expliquant que les 300 milliards de dollars qu'ils se proposaient de mettre dans ce fonds vert serait financé jusqu'en 2035, ce qui permettrait de compenser un éventuel retrait de Donald Trump de nouveau de l'accord de Paris. Et 2035, avec bien entendu la possibilité que ce montant-là soit revu en 2030. Pourquoi 2030? Parce qu'ils espèrent que d'ici là, la situation économique de ces pays-là pourrait s'améliorer et donc peut-être il sera en mesure de dégager un supplément pour venir se rajouter à ce fonds vert-là. Et l'autre chose qui est importante aussi à savoir, c'est la multiplicité des donateurs. Avant, comme je l'ai dit, il y avait une liste de environ 36 pays qui étaient considérés comme étant les plus gros pollueurs et c'était ceux-là qui devaient financer le fonds vert. Or là, les pays riches ont réussi à obtenir deux choses. La première chose, c'est que le financement ne s'appuie plus seulement sur les acteurs publics, mais également les acteurs privés, lesquels notamment les acteurs polluants. On considère par exemple que les entreprises pétrolières et minières sont de gros pollueurs. Donc, elles devront participer aussi au financement du fonds vert. Mais maintenant, dans quelle modalité et à quelle hauteur, ça évidemment, ça devra faire l'objet de discussions qui vont immédiatement se poursuivre dans les semaines ou les mois qui viennent pour essayer de déterminer comment est-ce que ces entreprises privées-là, le secteur privé pourrait aider à financer évidemment le fonds vert. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a élargi la liste des pays donateurs parce qu'on considère que d'autres pays, entre-temps, depuis 1992, d'autres pays sont également devenus de gros pollueurs. Et à ce titre-là, ils doivent aussi participer à cet effort-là. On veut citer notamment la Chine et les pays pétroliers donc, d'Asie centrale comme l'Azerbaïdjan ou bien du Proche-Orient comme Dubaï, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, etc. Bon, bien entendu,
ces pays étaient fermement opposés à cela. Pourquoi ? Parce qu'ils considéraient que selon le système des Nations Unies, ces pays-là sont des pays en voie de développement. Et donc, seuls les pays riches ou développés devraient normalement participer au financement. Mais, étant donné que ce sont de gros pollueurs, la Chine est le deuxième plus gros pollueur après les États-Unis, elle a quand même, en prévision aussi d'une éventuelle sortie des États-Unis de l'accord de Paris, elle sait que les yeux du monde vont obligatoirement être tournés vers elle parce qu'elle va devoir devenir le leader naturel de la lutte contre les changements climatiques, comme elle avait fait au sortir en 2017 après le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Donc c'est pour ça que la Chine a demandé et obtenu que, évidemment, la contribution de ces pays-là ne soit pas obligatoire, ce soit plutôt basé sur le volontariat et qu'on ne leur impose pas un montant. Mais la Chine, parmi ces pays, a déjà dit qu'elle avait un montant en vue et donc ce montant elle serait prête à le mettre à la disposition du Fonds vert une fois que, évidemment, un certain nombre d'autres discussions, comme je l'ai dit, sur les modalités de bénéfice, sur la manière de bénéficier, là, seraient décidées. Alors, donc ça, c'est les deux choses que les pays riches ont pu obtenir. Donc je dis pour les pays pauvres, ils ont vu certes le montant du fonds vert multiplié par 3, passer de 100 à 300 milliards de dollars par an, même si c'est loin des 1300 milliards qu'ils auraient souhaité, c'est quand même une avancée petite, certes minuscule, minime, mais c'est une avancée. Par contre, ce qui est assez décevant, c'est que ces 300 milliards de dollars qui seront mis à contribution dans le fonds vert ne seront pas des donations. Il y aura une partie réservée sous forme de donation et une autre partie réservée sous forme de prêt. Or, la plupart des pays du Sud qui subissent les effets liés au changement climatique sont aussi des pays déjà très endettés. Et donc, en plus, leur proposer de l'argent sous forme de prêt pour pouvoir lutter contre des effets liés au changement climatique dont ils ne seraient même pas à l'origine, on trouve ça assez cynique. Et donc, évidemment, dans cet accord, dans cette discussion en Azerbaïdjan, les pays ne sont pas parvenus à savoir quel est le montant qui sera accordé à ces pays-là sous forme de prêt et quel est le montant qui sera accordé sous forme de subvention. Donc, tout ça, évidemment, ça va faire l'objet d'âpres discussions en prévision de la COP30 qui va se tenir au Brésil, où il va savoir évidemment trancher de manière définitive sur ces questions-là. Et bien entendu, entre-temps, on verra, avec la possibilité d'un retrait encore de Donald Trump de cet accord, quel impact cela pourrait avoir, quel rôle la Chine et les pays européens pourraient-ils avoir à jouer, parce qu'il faut savoir qu'en 2017, lorsque les États-Unis s'étaient retirés une première fois, c'est la Chine et l'Europe qui avaient porté à bout de bras les négociations jusqu'au retour des États-Unis dès l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Donc évidemment, tout ça fait qu'il y a une grosse incertitude. Cette incertitude-là a amené les pays riches à un peu aussi quand même faire une espèce de chantage pour faire accepter ce montant des 300 milliards. Parce que les pays riches ont dit ceci aux pays du Sud. Écoutez, on a le plus gros pollueur de la planète qui risque de se retirer de cet accord-là. Et donc une manne importante, une manne importante que l'on aurait pu espérer de ce pays-là ne sera pas là. Et donc, si les États-Unis ne sont pas là, nous, les pays européens, nous, les autres pays, nous faisons face aussi à des réalités économiques conjoncturelles qui font qu'aujourd'hui, nous ne serons plus en capacité de mobiliser la somme que vous espérez avoir. Donc, il vaut mieux avoir une somme petite, bien en deçà de vos espérances, mais c'est quand même un accord, c'est quand même un engagement que nous prenons. Et donc, c'est un peu ce discours-là qu'ils ont tenu au dernier moment, forçant un peu la main aux pays du Sud qui n'ont eu d'autre solution que de se résoudre à accepter de signer cet accord-là. Mais, évidemment, si on a déjà le montant sur lequel les parties sont tombées d'accord, si on a le fait que la liste des donateurs a été élargie et que ces pays-là, bien entendu, c'est sur la base du volontariat, donc ils ne sont pas obligés de financer, mais il y a quand même certains d'entre eux, qui ont bien expliqué qu'ils vont financer. L'Azerbaïdjan aussi, aux côtés de la Chine, a dit qu'elle devrait faire un effort substantiel pour participer au financement du Fonds vert, mais n'empêche qu'en face, il y a des questions encore qui demeurent concernant
la répartition de cette manne. Et puis il y a aussi la deuxième chose, c'est dans le cadre des mécanismes, et je vais chuter par là, des nouveaux mécanismes de financement, ils ont discuté du marché du crédit carbone. Il faut savoir que le crédit carbone, c'est un système qui avait été mis en place et qui avait été en fait codifié par la COP 21 de Paris en 2016. Mais ce crédit carbone-là avait d'abord vu un certain nombre de dysfonctionnements parce qu'il y avait eu des scandales en Europe par rapport au crédit carbone. Je rappelle rapidement le système, c'est-à-dire que les pays qui émettent beaucoup de carbone peuvent acheter chez des pays qui en émettent moins des crédits carbone. Et donc, en échange du fait que les pays qui émettent le moins de carbone puissent bénéficier de crédits qu'ils pourraient revendre aux pays qui sont des gros pollueurs. Et donc, ça permettrait à la fois globalement au volume de carbone qui est émis dans l'atmosphère de ne pas trop augmenter, et ça permet aux pays du Sud qui sont les moins pollueurs de pouvoir aussi bénéficier de moyens de financement. Sauf que lors de cette COP de Bakou, beaucoup d'ONG ont remis en cause notamment l'idée même de ce marché-là. Pourquoi ? Parce que selon ces organisations non gouvernementales, elles estiment que le simple fait qu'il y ait un marché carbone ne pousse pas les pays pollueurs à faire, ou les entreprises qui polluent, à faire de vrais efforts pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, donc pour baisser leur production de carbone, donc pour ne pas diminuer leur impact carbone dans l'atmosphère. Et donc, pour ces ONG-là, ce n'est pas bon. Donc ce crédit carbone-là, au contraire, crée un nouveau système de dépendance financière de la part des pays du Sud et ne permet pas aux pays du Nord, ou notamment les entreprises qui sont émettrices de gaz carbonique, d'avoir un comportement qui soit vertueux et qui puisse au contraire l'emmener à réduire, à revoir ses modes de production pour que celle-ci soit moins impactante en termes de production de carbone. Donc c'est tout ça qui a fait l'objet d'une discussion. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le marché du crédit carbone a été abandonné. Non, au contraire, on l'a maintenu, mais en revoyant les règles pour permettre qu'un plus grand nombre de pays puissent bénéficier véritablement de ce mécanisme de financement-là. Le Gabon a eu la chance déjà depuis 2022 de toucher pour la première fois sur le continent africain, notamment parmi les pays d'Afrique subsaharienne, une partie de ce crédit carbone, parce qu'on a quand même capté en 2022 100 millions de tonnes de CO2. Donc évidemment, le Gabon va continuer à œuvrer pour bénéficier de ce crédit-là. Mais de manière grosso modo, voici ce qu'on peut retenir sur les conclusions de cette COP29 de Bakou en Azerbaïdjan. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.